Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour et bienvenue dans notre traditionnel épisode hebdomadaire consacré au dessous de la littérature. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous parler, enfin plutôt vous entretenir, comme on le disait si joliment autrefois, d'une épistolière de renom, porte-voix du grand siècle, celui des trois mousquetaires de D'Artagnan et de Louis XIV. Le grand siècle, celui qui vit briller le roi soleil et resplendir Molière ou Racine. Je veux également parler du siècle des Précieuses et du siècle de Madame de La Fayette, mais surtout de sa grande amie, la marquise de Sévigné. Alors oui, contrairement à Madame de La Fayette, la marquise n'est pas publiée de son vivant et n'est guère connue pour son roman. Là où la princesse de Clèves sera assumée haut et fort, clamée par son autrice et reconnue par ses lecteurs, les lettres de la marquise sont vouées, normalement, à rester sous le couvert de l'intime. Mais ça, c'était sans compter l'immense spiritualité et la verve de sa plume, qui les écrit et qui donne envie à divers copistes de les multiplier, puis de les rassembler et les publier à titre posthume. Comme toujours, je m'empresse de vous donner 1000 détails sans poser d'abord le cadre, alors revenons d'abord aux bases, à savoir qui fut Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, également désignée comme étant la marquise, s'appelle en réalité Marie de Rabutin-Chantal. Elle naît le 5 février 1626 à Paris, dans le quartier du Marais. Elle est la fille de Marie de Coulanges et de Celse Bénigne de Rabutin, dont elle sera très tôt orpheline, puisque son père, issu de la noblesse bourguignonne, meurt alors qu'elle n'est âgée que de 18 mois, tandis que sa mère, pour sa part, mourra lorsqu'elle n'a que 7 ans. Pour vous donner un repère dans ce siècle que l'on a tendance à méconnaître tant il est éloigné de nous, dites-vous que le règne de Louis XIV, lui, commence en 1638 et durera jusqu'en 1715, tandis que notre très estimée marquise trépassera en 1696. Alors si aujourd'hui la marquise est connue par toutes et tous comme étant une autrice de lettres géniales, mais quelle fut sa vie ? En 2 mots, la voici. La petite Marie est élevée par ses grands-parents. Elle apprend rapidement l'italien et l'espagnol et se ravit très tôt pour les pièces de Corneille, tout comme elle aimera plus tard les fables de La Fontaine, qu'elle apprendra même souvent par cœur au sein du cercle des Précieuses. Ses grands-parents lui choisissent un beau parti, Henri de Sévigné, qu'elle épouse à 18 ans. Ils ont 2 enfants ensemble, Françoise et Charles. Puis, il apparaît que Madame de Sévigné, prudente ou hypocondriaque, chacun en jugera, a une peur panique de retomber enceinte et surtout de mourir en couche. Elle décide alors de faire un vœu de chasteté, vœu qu'elle respectera toute sa vie, y compris après la mort de son époux alors qu'il succombe aux suites d'une blessure d'un duel à l'épée, alors qu'elle n'a que 25 ans. Elle sera amie avec Madame de La Fayette et fréquentera assidûment les salons parisiens, intégrant le cercle des Précieuses, ces aristocrates délicates et lettrés qui avaient érigé l'art de la conversation en suprême raffinement. L'autre point d'importance qu'il faut mentionner à propos de la marquise, c'est sa fille. Autant, son fils Charles n'a pas l'air de lui avoir laissé un amour absolument incurable, autant sa fille, c'est autre chose. Elle l'aime éperdument et reporte sur elle toute son adoration. Et le drame de sa vie, mais qui fait notre bonheur, et vous allez comprendre pourquoi, c'est lorsque sa fille quitte le giron maternel pour aller vivre en Provence auprès de son époux, le comte de Grignan. C'est cette absence qui devient un véritable déclencheur pour la marquise qui souffre tant de cette séparation qu'un seul moyen lui permet de surmonter sa peine, écrire. Écrire pour faire subsister la présence de sa fille, même en pensée à ses côtés, écrire pour l'entretenir des nouveautés à Paris, écrire pour l'art de la conversation, écrire pour recevoir de ses nouvelles. C'est ainsi qu'elle lui écrira, du moins d'après les lettres qui nous sont parvenues et qui ne sont probablement pas complètes, environ 740 lettres. Sa correspondance totale se portant aux environs de 1000 épîtres au total. Elle ne cessera d'écrire qu'à sa mort, et tout ce que je viens de vous raconter pourrait déjà constituer une anecdote, voire plusieurs. Le fait par exemple qu'elle a racheté l'hôtel Carnavalet pour pouvoir y accueillir sa fille, en sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même le musée de l'histoire de la ville de Paris, ça vous donne une petite idée de sa taille, ce n'est pas rien. Le fait également qu'elle ait été amie avec D'Artagnan aurait aussi pu m'inspirer, ou encore qu'elle était adepte de l'automédication et qu'elle était assez fantaisiste dans les potions qu'elle prenait. Bah oui, mais non. L'anecdote du jour se passe après sa mort, un siècle plus tard, pendant la Révolution précisément. Pendant la Révolution française, il va en effet se produire quelque chose de fort incongru. La dépouille de la marquise repose alors tranquillement à Grignan, non loin de sa fille. Tout est bien qui finit bien, me direz-vous. Elle a enfin pu retrouver Françoise.
Mais ça, c'était sans compter l'ardeur révolutionnaire qui va venir exhumer son cadavre et lui scier le crâne pour le détacher de son corps. Attendez. Avant que tous les contre-révolutionnaires et bonapartistes qui m'écoutent ne crient au scandale, il me faut faire une petite digression. Et cette digression nous emmène dans l'Europe scientifique de ce temps-là, en Hollande, mais aussi en Allemagne, et puis en France, où naît, à partir du XVIIIe siècle, ce que l'on va appeler la craniologie, puis une discipline qui se veut scientifique et qui s'appellera au XIXe la phrénologie. La craniologie, dans les termes c'est assez explicite. L'idée, développée par un anatomiste hollandais du nom de Pierre Camper, est que l'on peut comprendre la personnalité et les tendances d'un individu en étudiant les bosses de son crâne. La phrénologie, qui est ensuite poursuivie et développée par Franz Joseph Gall, reprendra plus ou moins cette idée, c'est-à-dire selon laquelle l'étude détaillée et anatomique du cerveau permettrait d'en déduire les dispositions intellectuelles et spirituelles. Hélas, bien entendu, les pseudo-déductions concernant l'intelligence et la personnalité de quelqu'un ne tarderont pas à légitimer et appuyer des théories racistes opposant les Européens aux non-Européens. Mais, et c'est de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui, cela aiguisera également l'appétit des chercheurs pour des cerveaux dits exceptionnels. Or, quoi de plus exceptionnel à l'époque où la poste n'est pas encore motorisée, ni aussi rapide qu'aujourd'hui, où l'on ne connaît ni mail, ni SMS, ni même réseaux sociaux, que d'avoir 1 millier de lettres à son actif, je vous le demande. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Ah c'est bien, oui merci. C'est donc bien sur ce motif que le corps de Madame de Sévigné sera exhumé, son crâne scié à la base de la nuque, puis expédié à Paris pour étude. Aucune étude ne nous est cependant parvenue qui aurait permis d'expliquer son incroyable fécondité intellectuelle. Chou blanc donc. Je vous laisse après ces 2 petits extraits humoristiques sur un extrait de la plus célèbre des lettres de Madame de Sévigné, celle adressée à Monsieur de Coulanges, la lettre dite de Mademoiselle en 1670. C'est un extrait que j'ai trouvé sur France Culture, je vous mettrai les références en bas de l'épisode. Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus brillante, la plus digne d'envie, enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés, encore cet exemple n'est-il pas juste, une chose que l'on ne peut pas croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon, une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde, une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Autrive, une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la perruque, une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, je vous le donne en 3. Jetez-vous votre langue au chien. Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre. Devinez qui? Je vous le donne en 4, je vous le donne en 10, je vous le donne en 100. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner, c'est Madame de la Vallière. Point du tout, madame. C'est assurément Mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas, il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre avec la permission du roi, Mademoiselle. Devinez le nom. Il épouse Mademoiselle, ma foi jurée, Mademoiselle, la grande Mademoiselle, Mademoiselle, fille de feu monsieur, Mademoiselle, petite fille de Henri IV, Mademoiselle de Dombes, Mademoiselle de Montpensier, Mademoiselle d'Orléans, Mademoiselle, cousine germaine du roi, Mademoiselle, destinée au trône, Mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison, nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non. C'était un épisode paru dans l'émission de France Culture Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, intitulé Madame de Sévigné, l'épistolière essentielle. À la semaine prochaine pour de nouvelles anecdotes. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!